Bonjour, bienvenue dans le ZCL aujourd'hui, il est 12h30. Au niveau des invités, nous allons recevoir Monsieur Jean-Luc Cellini, vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence. Bonjour. Bonjour. Et Madame Marielle Stevenson pour l'entreprise Les Jus de Maman. Il sera question, bonjour, avec vous, de les journées de l'agro-business, donc 2 jours qui sont dédiés à cette thématique. Ensuite, on va recevoir Monsieur Jean Dernaud, secrétaire général du SPEG. On parlera du 10e congrès du SPEG. Voilà, bonjour, bienvenue sur le plateau. Avec Monsieur Landry Kouakou, directeur de l'alternance à l'ASFO, on parlera de la rentrée de l'ASFO. Il sera question ensuite avec Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus Luminance, du RAG, et notamment des influenceurs sur les réseaux sociaux. Avec Josette Turlepin, chroniqueuse de Metz et l'Habitide, on parlera de la rentrée en temps longtemps, des préparatifs liés à cette rentrée. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, il sera question aujourd'hui de la mobilisation dans l'éducation nationale, avec le SNES FSU, on en parlera tout à l'heure aussi avec notre invité du jour. Ensuite, on reviendra sur les métiers de la Silver Economy grâce au service des aînés. Donc, un accord cadre a été signé entre les Amis du Bien Vieillir, l'agence de santé et le département pour créer de nouvelles opportunités et valoriser les métiers liés au bien vieillir. Et on parlera également de nos seniors avec les aînés qui ont pu faire une visite sur Petit Canal dans le cadre de la Semaine Bleue. Voilà, donc pour les titres du jour. On va commencer avec Monsieur Cellini, et donc, qui est donc vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence. Votre rôle donc est de concrétiser des projets liés à l'urbanisme et au développement économique, et vous allez nous parler spécifiquement des journées de l'agro-transformation, d'agro-business. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà les attentes par rapport à ces journées que vous organisez au sein de Cap Excellence? Oui, nous en sommes. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de Canal 10. Nous en sommes à la 3e édition des journées de l'agro-business. Et donc, c'est vrai que ces journées sont organisées dans le cadre aussi, il faut le dire, du projet Agroparc Caraïbes Excellence, projet élaboré par la communauté d'agglomération Cap Excellence dans le cadre de sa compétence développement économique, et pour contribuer à la consolidation et au développement aussi de ce secteur de l'agro-transformation issu de l'agriculture locale. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, nous souhaitons véritablement développer notre territoire, mais aussi favoriser la création d'emplois, pas que pour le territoire de Cap Excellence, mais plus largement pour la Guadeloupe entière, puisqu'il y a là 300 emplois directs, 150 indirects, donc c'est aussi notre contribution majeure par le biais de ce projet. Et donc ce projet devrait permettre aussi à toutes les entreprises qui s'investissent ou qui souhaitent s'investir dans ce domaine de trouver là les éléments, des programmes, également un accompagnement adapté, pertinent pour développer leur entreprise, aussi mieux structurer leur unité économique. C'est cela que nous organisons, c'est 2 jours, le 4 et le 5 octobre, au niveau du site du Crédit Agricole. Eh bien, ces journées de l'agro-business qui sont en réalité ces journées un point de rencontre, un espace dédié à la rencontre entre les acteurs publics, privés, les porteurs de projets également, et pour qu'il puisse y avoir des informations portées à l'attention des professionnels, des porteurs de projets, Comment justement également Cap Excellence va faciliter cette structuration de cette filière à travers cet événement? Comment nous allons faciliter la structuration? En réalité, vous l'avez bien compris que nous sommes dans une démarche d'abord de concertation. Nous avons, puisque les journaux de l'agro-business découlent aussi de cette concertation, cette volonté de réunir. Et comment allons-nous faire? C'est déjà en réunissant tous les acteurs, en sensibilisant depuis plusieurs années, puisque nous avions déjà eu au préalable les rencontres TICOSE, et avec toute cette concertation, avec ces rencontres, nous initions ces journées de l'agro-business où, je le rappelle, il y aura des professionnels, il y aura des experts comptables. L'an dernier, il y avait des experts comptables. Lors de la première édition,
formation à Taonaba également. Nous nous faisons fort, en tout cas, à Cap Excellence, de pouvoir accompagner, répondre, avant même l'édification de l'Agroparc Caraïbes Excellence, puisqu'il n'y a pas si longtemps, le 19 juin 2024, nous avons organisé une rencontre avec la presse pour montrer l'avancée des travaux et que nous sommes sur la bonne voie, en tout cas, pour livrer cet édifice courant 2025. Donc, l'agrotransformation, c'est un pilier de développement et les différentes éditions que vous avez pu faire déjà, donc les 2 précédentes, quels ont été les retours pour les différents intervenants? Que des retours positifs, vous l'imaginez bien, et il n'y a pas que des professionnels, hein, puisque le 4 se destine aux professionnels, mais le 5 au grand public. Et donc, à la fois le public, à la fois les professionnels également, puisque nous permettons aux différents porteurs de projets de venir sur le lieu, de s'informer. Nous avons concentré là toutes les personnes, les parties prenantes qui pourraient répondre à leurs questions. Nous organisons également un concours, puisque nous avons eu des lauréats l'an dernier. Cette année également, nous en avons, lorsque je ferai la déclinaison tout à l'heure du programme, vous verrez les différents éléments. Mais en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que Cap Excellence, le président Jalton, nous avons eu conscience très tôt que pour développer durablement la Guadeloupe, il y avait une impérieuse nécessité. C'est la consommation et la valorisation de nos produits locaux. Et l'agrotransformation est un élément fondamental. Et j'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps où on disait comment lutter aussi contre la vie chère, c'était de développer l'autonomie alimentaire, voire la souveraineté alimentaire. Et donc nous en prenons le pas. Donc, et nous avons cette démarche que de permettre et de considérer que l'Agroparc Caraïbes Excellence, qui devra être le premier parc d'activité exclusivement dédié à l'agrotransformation des produits locaux, nous avons là un instrument fondamental qui permettra d'aller vers une certaine souveraineté alimentaire et permettant aussi aux agriculteurs de ce territoire de trouver de nouveaux débouchés et envisager aussi l'exportation. Donc les journées de l'agrobusiness sont un lieu de concentration, un carrefour, voilà. Et qui permettra ce carrefour aux différents acteurs de l'agrotransformation de se rencontrer, d'échanger, discuter, de trouver des outils performants, adaptés pour mieux structurer leur unité économique, aux porteurs de projets, de trouver les réponses également adaptées à leurs questions, à leurs interrogations avant même de se lancer. Et rappelez également qu'il y a de la part de l'Agroparc un certain nombre d'éléments qui seront à destination également de ce même public, à la fois le public, les professionnels et sur le détail du programme. Alors, on va parler donc avec Madame Marielle Stevenson, qui est donc une actrice de l'agrotransformation en Guadeloupe, de votre entreprise, donc les Jus de Maman. Comment vous avez lancé votre entreprise? Comment vous avez fait pour lancer cette démarche d'agrotransformation? Alors, bonjour à tous. Oui, en effet, je me présente, Marielle Stevenson. Donc, je suis la fondatrice des Jus de Maman. Alors, comment j'ai eu l'idée de lancer mon activité? Alors, ça part d'un constat bien simple, c'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte qu'en Guadeloupe, nous avions des fruits, des légumes à perte de vue. Quand c'est la saison des mangues, il y en a un peu partout. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre à l'honneur nos fruits et légumes de saison? Donc, je ne sais pas, comme toute famille guadeloupéenne, à n'importe quel moment de l'année, nous faisons donc des jus de fruits de saison avec ce que la nature nous propose. Et voilà, c'est parti vraiment bêtement d'un constat bien simple. Avec ce que la nature nous propose, nous avons voulu mettre à l'honneur ces fruits et légumes. Voilà. Justement, mais quelles sont les difficultés ou défis que vous avez pu rencontrer face à la création de l'entreprise et vraiment de valoriser les produits locaux? Alors, c'était un parcours du combattant. Je peux vous garantir qu'il faut être vraiment armé. Il ne faut pas baisser les bras. Lorsqu'on a un projet, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut croire en soi, surtout. Je parle bien aux jeunes au jour d'aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de projets. Il y en a beaucoup également qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui, malheureusement, en cours de chemin, baissent les bras. Il ne faut surtout pas baisser les bras, croire en soi, se faire accompagner, rencontrer les bonnes personnes également.
aller vers dans les journées. Comme aller dans les journées. De rencontrer des partenaires. J'imagine que vous avez des collaborations avec des producteurs locaux. Bien sûr, bien évidemment. Donc nous privilégions justement cette production locale. Donc nous travaillons avec des agriculteurs du pays, de la Basse-Terre à Saint-François. Donc nous sillonnons toute la Guadeloupe pour pouvoir aller à la rencontre de nos agriculteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental puisque nous avons ici des fruits et des légumes du terroir qui méritent sincèrement d'être mis en avant. Et comme je le dis, à travers les jus de maman, c'est le travail acharné que nous exerçons de jour comme de nuit pour pouvoir donner un produit frais aux consommateurs. Comment, selon vous, il serait idéal de structurer le secteur de l'agrotransformation, selon vous, déjà? Alors, selon moi, il faudrait vraiment des hommes et des femmes courageux, des gens qui aiment ce qu'ils font et surtout ne pas baisser les bras parce que le travail d'agriculteur, c'est un métier noble, c'est un métier difficile, certes, mais qui mérite beaucoup d'être encouragé parce que nous avons ici des femmes et des hommes de talent qui se lèvent des fois tard dans la nuit, par exemple pour polliniser le pitaya, puisque c'est un produit noble et un produit phare que nous mettons en avant à travers nos jus ananas pitaya, sous l'appellation les jus de maman, qui est d'ailleurs un produit très apprécié par le consommateur. Et je tiens à remercier notre clientèle. Et c'est grâce justement à ces hommes et ces femmes qui se lèvent tard dans la nuit et qui mettent en avant ces produits du terroir. Comment justement vous accompagnez de façon pratique les agrotransformateurs à mettre en place leurs activités? Nous les accompagnons déjà. Vous voyez que cette journée de l'agrobusiness, et Madame en est un exemple, il y a déjà un accompagnement depuis la naissance du projet. Cap Excellence a eu accompagné. Je peux citer des noms. Rachel Loléa, nous l'avons accompagné par exemple des types au pays. Donc nous l'avons fait. Madame est un exemple de valorisation puisque nous pensons aussi à ces personnes qui sont déjà installées, mais il faut les valoriser, il faut les faire connaître. C'est la raison pour laquelle les journées de l'agrobusiness d'ailleurs ne se destinent pas uniquement aux professionnels, aux porteurs de projets, mais aussi au grand public, le samedi 5, pour découvrir justement ces personnes qui se battent au quotidien. Je peux vous dire qu'il y en a qui se lèvent très tôt, et donc nous essayons, autant que faire se peut, de les encourager à continuer ce combat, parce que ce qu'ils font en matière d'agrotransformation, à petite échelle, l'Agroparc Caraïbes Excellence souhaite véritablement créer une véritable structure pour que ces personnes puissent trouver les outils performants, les informations également. Nous n'allons pas pouvoir accueillir tout le monde, c'est vrai, mais il y a là 3 activités majeures, une activité de production, une activité de distribution, une activité de découverte dans l'Agroparc, 3 pôles importants. Et donc, nous souhaitons véritablement, parce qu'il y aura un village commercial, que ces personnes trouvent de la place, leurs produits en tout cas. Là aussi, nous accompagnons avant, parce que Cap Excellence aussi peut accompagner les porteurs de projets, non pas financièrement, mais au niveau des études, au niveau également de la mise en relation, puisque cet espace justement des journées de l'agrobusiness, c'est un espace de réseautage, de mise en relation, de découverte, que le client également, entre guillemets, si on peut s'exprimer de cette manière-là, parce qu'on sait très bien qu'ils ont besoin de vendre, qu'ils puissent soutenir la production locale, qu'ils puissent découvrir les produits. Et c'est ce que nous souhaitons véritablement sur les journées de l'agrobusiness. Sur les journées, justement, vous organisez des ateliers, absolument, une façon de pitcher son projet. Exactement. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de faire la déclinaison assez rapidement du programme. Vendredi 4, il y a l'ouverture du village de 9h à 15h, village de l'agrobusiness, information sur les dispositifs d'accompagnement au développement autour de 4 axes, structuration, financement, production, gestion. De 9h à 13h30, agroforum. Il y a les métiers, les formations dans le secteur de l'agrotransformation. De 9h à 13h30, agro-job dating avec France Travail. Vous cherchez un emploi dans l'agrotransformation, des entreprises recrutent, mettre en relation. Bic à parole, entreprendre en agrotransformation avec 3 questions fondamentales. Quelles sont les tendances dans l'agrotransformation? Garantir la sécurité alimentaire dans l'assiette. L'agrotransformation, un secteur qui recrute. De 9h à 13h30, toujours apprenez à convaincre un futur partenaire, banquier, client, fournisseur. Et nous initions également là, nous mettons en place un concours également, où ils vont pouvoir faire un pitch, c'est-à-dire comment se préparer à convaincre
de futurs financeurs. Pour lever des fonds. Exactement. L'agroclasse, faire un dossier de subvention. Donc, quelle subvention pour financer son projet? Astuce pour monter un dossier FEDER ou FEADER. Et atelier professionnalisation, comment créer le nom de son produit, comment fixer le prix de vente de son produit, comment tester son produit. Voilà. Analyse sensorielle également. Et clôture du village à 15h30. Vous voyez que déjà le 4, c'est à destination des futurs porteurs de projets, des entreprises qui se créent, nouvellement créées également. Et le 5, c'est plus ouvert au public. Au public, il y a des jeux, concours, des animations. Un village agro-market. Il y a une éducation nutritionnelle qui est aussi abordée. Un village à Timoun également. Et il y a un prix coup de sirop du public. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais le coup de sirop du public, en réalité, c'est l'agro-transformateur qui a été plébiscité par le public. Nous l'avons fait l'an dernier et nous remettons à ce titre un prix à ce coup de sirop, mettant en lumière, rendant plus visible, mais ils sont tous visibles, vous l'avez bien compris, cet agro-transformateur, afin que tout un chacun puisse être sensibilisé sur la nature, sur la qualité du produit. Mais vous l'avez compris de manière globale, l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est d'initier une véritable démarche de prise en considération de l'agro-transformation, de nos potentialités en Guadeloupe, du développement nécessaire endogène que nous devons initier également. Et Cap Excellence a toujours œuvré, je dois le dire, pour que nous allions sur ce chemin. Nous avons balisé aujourd'hui, nous avons une concrétisation, nous sommes pratiquement au bout du chemin, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'Agro-Parc Caraïbes Excellence, ce sera une activité de production, avec aussi une pépinière d'entreprises en agro-transformation, un parc d'activités, un tiers-lieu nourricier, un incubateur aussi de start-up. Et il y aura là aussi un centre technique d'agro-ressources. Il y aura un village commercial. Il y aura également une salle, un centre de salle alloué pour professionnels et pour personnes privées. Il y aura également dans la découverte, dans le pôle découverte, il y aura un jardin connecté créole. Il y aura également des animations liées à l'écosystème dans lequel évolue l'Agro-Parc Caraïbes Excellence. Juste pour finir donc avec Madame, quels sont vos projets pour les jus de maman à venir, l'expansion, l'export, quelle est votre vision à long terme? Alors le concept des jus de maman, c'est un jus naturel qu'une maman pourrait faire à la maison pour son enfant. Donc qui dit un jus naturel, donc ça concerne tout le monde, un large public. Donc mon objectif, c'est que les jus de maman soient accessibles à tous. Voilà, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, que les jus de maman soient distribués sur toute la Guadeloupe et pourquoi pas ailleurs. Peut-être diversifier aussi les produits. Évidemment, évidemment. Nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de challenges à relever. Nous invitons notre large public à venir découvrir les jus de maman. On rappelle le 5, les dates des journées. Le 4 et le 5. Et à partir de quelle heure? À partir de 9h. Et c'est au Crédit Agricole. Au Crédit Agricole. Et bien évidemment, j'invite la Guadeloupe entière et ses dépendances, au nom du président de Cap Excellence, Éric Jalton, à venir, à se rendre nombreux. C'est gratuit, on est d'accord? Oui, bien sûr, mais il est important aussi qu'on puisse soutenir la production locale. Ça, c'est un élément déterminant. On parle toute la journée de développer la Guadeloupe, on parle tout le temps qu'il y a trop de fruits qui se gaspillent, etc. Nous en prenons le chemin de la gestion optimale, justement, de ce que nous propose la nature. Mais il faut aussi que la Guadeloupe et les Guadeloupéens viennent soutenir nos agro-transformateurs et la démarche qui est la leur. Merci à vous deux d'être venus pour nous parler de ces journées. Merci. On va enchaîner donc avec Monsieur Dernaud, donc représentant du SPEG, syndicat du personnel de l'éducation en Guadeloupe. Vous venez nous parler du 10e congrès, donc avec un thème Pays-là en bouleverse, l'école Adela. Andélala. L'école là, Andélala. Alors, Andélala, je ne connaissais pas ce mot, justement. Très bien. Et donc, vous venez nous parler de l'évolution des défis du système éducatif Guadeloupe. Alors, quel serait pour vous le bilan, déjà, puisque 10 ans de congrès, ça veut dire qu'il y a un vrai travail de fond qui a été fait, quand même. Quels sont le bilan que vous pouvez tirer des actions que vous avez menées au niveau du SPEG? Alors, je commencerai d'abord par dire bonjour à tout le public de Canal 10. Et puis, c'est pas tout à fait 10 ans. Le SPEG a maintenant 27 ans. D'accord. Alors, on fait un congrès tous les 3 ans. Le SPEG a été créé avec la fusion de 2 autres syndicats, le GEG et le CIPAG, qui ont été créés, eux, en 76. Donc, si on comptabilise 76-97, ça fait déjà 21 ans. Et le GEG, qui est la fusion de ces 2 syndicats, c'est Timounaï, en fait, qui fête en 97 ni 27 ans. Donc, en tout, il y a 48 l'année combat.
Wow. 48 l'année combat en l'école Guadeloupe, parce que c'est un syndicat de type nouveau qui nie des pieds. Premier pied, c'est la défense des personnels, parce qu'elle est fondée, c'était pour ça d'abord, mais aussi parce qu'elle n'est pas d'accord avec les directives à d'autres syndicats, les syndicats nationaux français. Et ITV, justement, ni mot à dire dans la pédagogie pour que l'école là, puis qu'assemble les Guadeloupéens et puis efficace pour justement et nous mirer ici. Donc c'est 48 l'année. Et 10e congrès là, nous avons fait là, justement, qui permet de nous basculer au-delà des 50 l'année combat. Donc, qui bilan nous a tiré? Alors, qui bilan nous a tiré de ça? Ben, nous avons roulé en lot, pas rien qui speg, c'est depuis GEG, depuis CIPAG, nous goumons en lot pour créole, qui fait créole avancer en l'école là, qu'on y est là, ni créole tout niveau, juste l'université, ni CAPES créole, ni agrégation créole, ni on l'autre travail encore à faire dans le créole là, pour que le créole l'a imposé véritablement comme langue, deuxième langue en nous, enfin première langue en nous et deuxième langue en nous c'est français, enfin nous pouvons prendre un genre nouvelé, hein, nous ne pouvons pas dire que nous pas utiliser les deux langues. Et donc nous avons l'autre travail encore à faire, mais nous avons le gourmet aussi que nous continuons gourmet. JEG et si pas gardé le premier combat, c'était par rapport à notamment, l'un des premiers combats menés, c'était mettre jeunes étudiants guadeloupéens à danser l'école là. Donc, c'était un combat des maîtres auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils ont passé concours. Alors, j'ai goumé en lot pour ça. À l'époque, ils ont tiré et moun dans l'école pour mettre enseignants guadeloupéens. C'est un combat qui toujours a dans certaines mesures d'actualité, puisque quand il est là, il y a un jeune qui a travaillé en tant que contractuel pendant des années, et puis, depuis on paquette l'année, il a envoyé, depuis il a passé concours, il a envoyé en bas là, il a envoyé en France, pour enseigner dans des académies conversailles qui déficitaires. Et donc, c'est un combat que nous continuons à mener, pour eux. D'ailleurs, nous avons une résolution dans le congrès là, ça que nous préparons à titre là, ça que nous débattons avec les camarades. Et donc, ni ces combats-là, ça, ni combat par rapport à améliorer l'école là même, pour que toujours puissant. Et toujours, voilà, quand on dit l'école là en bouleverse, c'est que l'école là en bouleverse, il pas en bouleverse, c'est qui incident, hein. Oui. C'est chaque ces réformes là, ils ont fait en France là, dégrader l'école là, hein. C'est réforme, c'est ça nous t'a dit dans le précédent congrès là d'abord. Mais ça toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça changer en fait? Eh ben, mais c'est justement si ça nous a statué. Le congrès là, c'est un moment où nous un moment particulier à ce syndicat là. Aussi là, nous avons analysé qui j'en l'école là y est. Nous avons analysé qui j'en l'école là y est, et puis nous avons tiré des prochaines orientations à ce syndicat là pour l'année qui vient. Et aussi là, nous avons fait des résolutions, voté des résolutions pour nous voir qui j'en nous améliorer ces différents problématiques. Qui j'en rentré là passé, nous connaître mon cas dit toujours bien passé, mais en fait en réalité pas ça. Eh bien, pas ça, non. L'administration toujours a dit que bien fait rentrer. L'année là, ça a juste dit c'est meilleure rentrée, il jamais fait. Mais nous, les syndicats, nous pas d'accord avec ça. Ni ont le problème dans l'école là. Nous j'en connais qui genre de problème. Ni des côtés comment que professeur qu'on y est là toujours. Donc, nous ne pouvons pas dire que le rentrée là, ça a bien passé. Et nous attendons à ça par rapport à nos postes nous pèdent l'année passée. Nous pèdent 107 postes. 107. 107, oui, c'est en lot quand même. Et c'est Timona qui Jean-Luc a fait. Eh bien, mais... Pas Nicolas? Non. Si vous avez fait un emploi dans certaines écoles, on n'a pas ni exemple en tête, ni des côtés, qu'a manqué professeur. Alors, ni professeur qui peut remplacer, notamment. Et j'y salais. Donc, Zoka compté mobiliser les autres encore, faire des... Alors, pour le moment, la principale préoccupation, nous, c'est faire congrès en nous. Parce qu'il faut nous faire congrès en nous pour nous savoir qui j'en nous a préparé nous à agir dans les années qui viennent. Et donc, nous fixer, orienter les préparations à congrès à samedi et vendredi et samedi. Et puis, ensuite, nous avons vu vers nous qui est à mobilisation aille. Et bien entendu, si les bitins continuent à dégrader, si les bitins pas bien, ben nous que mobiliser nous plus sérieusement. D'accord. Donc congrès là c'est le 4 et le 5. 4 et le 5. Lycée Coeffin. Donc tout le monde peut venir. Ah non, c'est pas au syndicat pour venir. Voilà, c'est le congrès là, moun qui a fait congrès à syndicat là, c'est moun qui adhérent à syndicat là. D'accord.
Okay? Donc, nous payons des sympathisants qui peuvent participer, mais ils doivent voter les votes là. Bien sûr, mais pourtant, l'État, ça a dit, en fait. Ils peuvent pour prendre... Oui, mais les sympathisants, les gens qui proches nous, qui machin, ils payent. Mais c'est nous qui avons fait congrès en nous. Donc, on ne peut pas... C'est comme si on ne peut pas dire... Ou en passant, moi, ravina dans les débats d'administration à Canal 10. On ne peut pas faire ça. Oui, bien sûr, ça va normal. Quel message vous voulez passer pour Guadeloupe en les congrès là, mais éducation en général en Guadeloupe? Alors, mes messages là, c'est que, bon, c'est ça nous qu'a dit dans le congrès, nous. L'école là, on dit là, pays là, même en bouleverse, nous avons le problème en pays là, hein, pas jeudi jour. Et pour nous, son seule solution, c'est continuer à gommer, continuer à faire face, continuer à chercher solution pour nous avancer. Alors, c'est le message un peu dit peuple Guadeloupe, hein, par rapport à problème qu'il y a ni tout partout, ni problème à ses camarades là, centrale EDF, ni d'autres problèmes, on ne peut pas garder yo. Et celle qui un peu dit, c'est faut arrêter de bout, il faut continuer à gommer. Et c'est ça nous avons prêté nous à faire dans le congrès nous, vrai qui gens, nous avons mettre nous de bout vertical, avec des résolutions, avec une orientation pour ce syndicat là, pour nous répartir et continuer à gommer pour ces bitins-là avancer à l'école là, pour l'école là permettre mieux réussite à ces petits dans nous et que ces enseignants là aussi paient un travail dans des meilleures conditions. D'accord, merci beaucoup. Donc 12h55, nous avons fait notre premier plateau du 7 ciel. On revient tout à l'heure avec monsieur Landry Kouakou, directeur de, on va rester dans l'éducation avec l'ASFO, parler de la rentrée de l'ASFO. On revient tout à l'heure. Voilà, il est 13h02 et nous sommes de retour sur le plateau du 7 ciel. Nous allons développer l'actualité et notamment la mobilisation dans l'éducation nationale, SNES FSU, un sujet brûlant pour mobiliser les droits des enseignants et avoir un système éducatif de qualité. On voit un reportage d'Olivier Félix. À l'appel de la FSU et d'autres syndicats nationaux pour une journée de mobilisation ce jour. Surtout pour rappeler à notre nouvelle ministre et notre rectrice que non, tout ne va pas bien, que la rentrée ne s'est pas parfaitement bien passée, que nous avons encore un grand nombre d'élèves qui sont sans professeur un mois après la rentrée scolaire et qu'un certain nombre de problématiques sont loin d'être réglées. Dans l'académie, nos collègues du SNEP FSU, donc le syndicat des professeurs d'éducation physique et sportive, ont interrogé les collègues et les établissements et nous sommes à minima à plus de 1000 élèves dans l'académie qui n'ont pas de professeur d'EPS à la date du 1er octobre. Nous voulons à un moment donné pouvoir nous exercer nos métiers dans des bonnes conditions, mais nous voulons surtout que les élèves soient heureux de venir à l'école et que l'encadrement, que ce soit par les personnels d'éducation, les AED, que ce soit les AESH, que ce soit les psychologues de l'éducation nationale ou les enseignants, soit en nombre suffisant pour garantir un encadrement de qualité. L'arithmétique et la comptabilité ne soient plus le seul indicateur pour gérer l'éducation publique en Guadeloupe, mais qu'on se dote enfin d'une véritable politique en matière d'éducation. Le métier d'enseignant vit une crise d'attractivité impressionnante, c'est-à-dire que chaque année, on a un certain nombre de postes qui sont ouverts au concours et malheureusement, on ne remplit pas du tout le taux d'inscription et encore moins le taux de lauréat. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on alerte sur cette situation. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'un point de vue de revalorisation salariale, le métier n'attire pas. Ensuite, que les conditions de travail en fait repoussent les candidats potentiels. Et puis sur l'académie, on a toujours la problématique des professeurs stagiaires que l'on forme dans l'académie et qui sont systématiquement envoyés en dehors de l'Académie de Guadeloupe et qui, pour certains, choisissent de démissionner plutôt que de bénéficier du concours. Nous, ce qu'on demande pour nos collègues AED, c'est le respect du décret concernant la CDIsation des personnels d'assistants d'éducation, les procédures et puis que leur contrat de travail soit rédigé en bonne et due forme et en temps et en heure.
Voilà, donc le sujet de l'éducation qui reste prégnant. On va parler d'éducation tout à l'heure avec notre prochain invité, avec le directeur de l'alternance de l'ASFO. On va parler maintenant de la Silver Economy. La Silver Economy regroupe l'ensemble des produits, services qui permettent de répondre aux besoins des personnes âgées. Hier, un accord cadre a été signé entre les Amis du Bien Vieillir, l'Agence de santé, ainsi que la région et le département visant à développer de nouvelles opportunités et valoriser les métiers autour du bien vieillir. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Alors, la Silver Economy, je sais que ça peut froisser certains. C'est un terme pour parler vulgairement, c'est du business, c'est de l'économie, mais c'est aussi pour nous, Guadeloupéens, de trouver de nouvelles branches, de nouvelles sources, de nouveaux moyens, de nouveaux emplois, puisque notre département, et nous le savons tous, est en train de vieillir. C'est une opportunité économique de croissance pour notre département. La Guadeloupe est face aujourd'hui à un défi très important qui est le défi du vieillissement de sa population. La population vieillit peu à peu, la démographie se tasse et donc on a de plus en plus de personnes âgées sur le territoire. Et ça, c'est évidemment un enjeu central, un enjeu de cohésion sociale parce qu'il faut trouver bien évidemment le moyen de faire en sorte que les personnes âgées puissent être mieux intégrées dans la société, qu'on puisse accompagner leur vieillissement par toute une série d'actions qui visent notamment à favoriser leur hébergement, leur maintien à domicile, leurs loisirs. Mais il y a aussi un enjeu derrière qui est un enjeu économique parce que le vieillissement de la population, c'est aussi une opportunité économique pour un certain nombre d'opérateurs qui vont pouvoir développer un certain nombre de nouvelles offres, qui vont pouvoir développer des entreprises dans ce champ-là. Et le travail que nous allons signer aujourd'hui, la convention que nous allons signer, a vocation à témoigner de l'engagement des institutions publiques, de l'État, du conseil départemental notamment, dans l'accompagnement du tissu économique vers cette transformation. Si on parle d'innovation, par exemple, on va parler de domotique pour l'habitat, ne serait-ce que ça, des techniciens, des gens qui réparent, des gens qui installent, des gens qui sont pédagogues pour que les personnes âgées appréhendent ce matériel, acceptent ce matériel. Voilà, par exemple, ce sont de nouveaux métiers dans l'innovation. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est un travail de prospection. C'est-à-dire que nous allons d'abord faire un travail d'analyse pour faire un état des lieux du secteur, de ce qu'on appelle la Silver Economy, c'est-à-dire l'économie dirigée vers les personnes âgées, pour pouvoir voir quels sont les emplois qui sont à créer, pouvoir comprendre un peu mieux quelles sont les compétences qui sont à développer, quelles sont les formations qui existent ou qui n'existent pas sur le territoire, de manière à pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, développer des actions qui auront pour but d'accompagner cette transition. L'objet du PTCE, c'est que tout le monde se rencontre. Les institutions, les compétences en présence dans notre département et les seniors. Donc c'est une après-midi où nous allons nous rencontrer avec ces instances en présence et qui font que le vieillissement de la population et notre département agir en coopération pour que ce bien vieillir se passe bien et chez soi de préférence, pour notre communauté. Nous allons rester avec nos aînés et parler de la Semaine Bleue. Dans le cadre de cette manifestation, était organisée une rencontre pour leur permettre de découvrir le patrimoine tout en tissant des liens entre les générations. À Petit Canal, une visite s'est déroulée et Max Morel était avec eux. On voit un reportage. Une journée positive où nous avons pu faire découvrir différents lieux à nos aînés. Et où nos aînés ont participé aussi pleinement. Ça fait plaisir à voir le dynamisme que nos aînés dégagent. Ça se passe superbement bien. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Ça m'a permis de sortir de la maison. Et puis voilà, je suis contente, je vois du monde, je rigole, je discute un petit peu. C'est une merveilleuse journée. On est tous ensemble, c'est bien. Les gens qu'on ne connaît pas, on fait la connaissance et puis... c'est bien. Il y en a qui ont peut-être l'habitude de sortir, mais il y en a aussi qui se trouvent bien souvent isolés. Et donc, c'est un moment pour leur permettre de sortir, de voir du monde, de voir leurs amis d'avant et de se rappeler les bons souvenirs de leur jeunesse, etc. Moi, en tout cas, je prends du plaisir à les entendre, à les écouter. Dans le bus depuis ce matin, ça n'a pas cessé et puis la journée bat son plein. Donc on va répéter cette opération encore dans la semaine avec un autre groupe,
l'idée, c'est qu'on puisse toucher le maximum des aînés qui ont la volonté et qui se trouvent un petit peu aussi dans l'isolement. On sait très bien que nous avons des aînés qui sont dans des situations d'isolement et on leur demande vraiment de ne pas rester à la maison, de venir profiter puisque ce sont des actions que nous menons et qui sont gratuites. Et donc, c'est profiter, c'est le moment d'échanger avec d'autres aînés, de ne pas rester à la maison, devant la télé, devant la tablette, mais profiter de cette période-là et de vraiment pratiquer toutes les activités que la ville propose. Ce n'est que du bonheur d'être avec nos aînés, avec nos grands-parents et de pouvoir leur rendre heureux et de leur apporter un peu de bonheur. Voilà, on va rester au sein des traditions et enchaîner avec notre chroniqueuse Josette Turlepin. Bonjour. Bien, bonjour. Mais c'est l'habitude, nous allons repartir ensemble et parler de purge, mais on revient après le générique. Donc avec moi, Jipon, on va revenir sur une pratique ancrée dans la tradition guadeloupéenne, la purge de rentrée. Alors, bienvenue. Imane, alors quand tu commences par la purge de rentrée, tu effraies nos téléspectateurs, nos auditeurs. Voilà. J'en fais ça. Voilà. Alors, on va plutôt parler de préparation du corps pour la rentrée. Alors, avant, encore un petit peu maintenant, la rentrée, c'était un événement. Un marqueur temporel. On faisait des choses, mais comme c'est la rentrée, on se prépare. Comme c'est la rentrée, donc la rentrée est vraiment un marqueur temporel avec naturellement sa préparation, son agitation et tout ce qui vient autour. En temps longtemps, dans le contexte économique était beaucoup plus rude, les conditions matérielles beaucoup plus serrées, plus restreintes, plus contraintes. Donc la rentrée se préparait et il fallait une bonne anticipation pour que tout était bien passé pour la rentrée. Et la rentrée aussi, c'était l'occasion d'exacerber ce maillage intergénérationnel. Les grands, les anciens faisaient des choses pour les plus jeunes, pour les mamans nouvelles, pour les jeunes parents. Donc la rentrée, c'était vraiment un moment, mais c'était aussi un moment surtout où ce maillage se vérifiait. En tout cas, il se mettait en place, il ne l'était pas encore. Non. Donc, quels étaient du coup les objectifs de cette préparation? Alors, on préparait dans deux directions. On préparait l'esprit. Donc, 15 jours avant la rentrée, les écoles payées recevaient les enfants pour des révisions. Il y avait des écoles payées assez célèbres sur Pointe-à-Pitre. Je pense à deux demoiselles sur Pointe-à-Pitre. Mais partout, il y avait des écoles payées avec des personnes plus lettrées qui avaient le temps, qui préparaient les enfants. Révision des tables de multiplication, d'addition, de l'orthographe, de la lecture, de la grammaire. Et puis, dans certaines écoles payées, savais-tu qu'on y apprenait même les bonnes manières, surtout la posture, se tenir à table, surtout pour les jeunes filles. Donc, les écoles payées pour les personnes qui avaient un petit peu plus de moyens. Ça, c'est la première partie, préparer l'esprit. Et dans un deuxième temps, on allait préparer le corps. Alors, on va développer le sujet. Du coup, à quelle période il fallait commencer à préparer ce corps? Alors, Hakpatek a fait en Fangal. 15 jours avant la rentrée, le décompte avait commencé. Donc, on allait préparer le corps en 2 temps. Chaque famille, chaque maison avait sa recette. Mais il y avait toujours un rituel de base. Tout le monde faisait ça? Tout le monde. Ah oui. Tout le monde. Alors, même j'ai des souvenirs, parce que je suis de l'époque de la purge, j'ai des souvenirs où le quartier entier était à moment purge. Donc, 15 jours avant, tu commençais par préparer le corps à recevoir sa détox. Donc, on appelle ça des rafraîchissements. Donc, c'était des tisanes, de l'eau de coco. Donc, 15 jours avant, tu allais commencer à préparer le corps à recevoir cette
purge. D'accord. Donc, encore aujourd'hui, on parle de détox. Oui, c'est ça qui est à la mode, qui est tendance maintenant. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, en fait. Absolument. C'est revenu peut-être un peu tendance. Il lui donne d'autres noms. Mais dans nos pratiques, il y a toujours eu ce temps où, après les ripailles des vacances, des mariages, des festins, des banquets, on revenait à une espèce de soft pour le corps. Donc, rafraîchissement, tisane de paupiers, même la nourriture changeait un petit peu. On allait manger des choses beaucoup plus saines, comme des choses beaucoup plus végétales, les salades de paupiers, les salades d'épinards. Donc, on préparait le corps à recevoir cette sacro-sainte. Le chien-dent aussi. Le chien-dent. Alors, le chien-dent, c'était davantage dans les tisanes. Oui. Mais on pouvait mélanger un petit peu de chien-dent au pourpier. Donc, des choses naturelles pour préparer le corps. D'accord. Et donc, ces tisanes étaient pour éliminer les toxines, préparer, en fait... mais surtout commencer à préparer le corps. Parce que la purge hydrater. La purge arrivait. Donc, comment ça fonctionnait, cette purge? Il y a un cérémonial par rapport à ça. Ah, absolument. Alors, la purge, généralement, se faisait à base d'huile. D'huile de ricin ou d'huile de carapate, pour, en fait, éliminer tous les parasites. On n'oublie pas que le contexte sanitaire de l'époque était différent. Les sanitaires n'étaient pas comme aujourd'hui, et beaucoup d'enfants souffraient de vers, de parasites. Donc, cette huile allait éliminer les parasites et les vers. Donc, des recettes divergeaient, mais c'était toujours la base. L'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, c'était pour entretenir un petit peu après. Mais la base, c'était l'huile de ricin ou l'huile de carapate. D'accord. À cette huile, on pouvait ajouter un petit peu de jus d'orange, de l'orange grosse pour faire passer la pilule. Enfin, voilà. Et puis, quelquefois, il y avait la tranche de saucisson France, qui était la tranche récompense, après ton huile. Voilà. Mais le rituel était toujours le même. Réveillé aux aurores, parce que tu t'es réveillé tôt, tu prenais ta purge d'huile de ricin, et puis, ma foi, tu restais à la maison toute la journée. Tu n'allais pas monter et descendre parce que tu te vidais comme une dorade. Et il vaut mieux que tu sois à la maison pour ce jour-là. Alors, généralement, moi, j'ai deux souvenirs. Parce que quand j'étais petite, j'habitais un quartier où il y avait une kyrielle d'enfants. Donc, pendant toutes les vacances, nous étions montés et descendre, cueillir des fruits, manger toutes sortes de choses. Et le jour de la purge, on savait qu'il y avait purge, parce qu'il n'y avait plus personne dans les cours. Oui. Chacun restait dans son lacou à supporter les effets de sa purge. Parce que quand tu avais pris ta purge, même en parlant, tu avais des remontées d'huile. Carrément. Carrément. Oh là là. Oui. Alors, j'ai vu hémoglobine des chiens. Alors, c'était un fortifiant. D'accord. Qu'on prenait après, surtout pour lutter contre l'asthénie, l'anémie. Enfin, quelque chose pour te rebooster. Aujourd'hui, on parle il y avait la quintonine. La quintonine, tout ça. Moi, j'ai pris ma quintonine. Oui, moi aussi. Oui, quand tu mangeais pas. Aujourd'hui, on appelle ça des boosters. À l'époque, nos parents nous donnaient déjà des boosters à différents titres. Et puis, le jour de ta purge, ne crois pas que tu allais recommencer à manger et faire ripaille. Non, madame. Le jour de ta purge, après, tu avais droit à de l'eau de riz. De l'eau de riz. Pour serrer le ventre, c'est ça? Voilà. Des repas légers, en fait. Il n'allait pas être question de traumatiser un corps qui venait d'être purgé en lui imposant, ma foi, des choses trop épicées ou trop lourdes. Et comment se procuraient justement ces herbes pour la purge, dans les familles, comment ça se passait? Alors, dans les familles, il y avait forcément les gangandes qui avaient le savoir des herbes pour ce rafraîchissement. Un peu plus tard, il y avait toujours une mabou, une tantie, une dame du quartier qui allait préparer ces herbes pour le rafraîchissement. Un petit peu plus tard, tu peux carrément aller sur le marché aux épices, te procurer ton bouquet pour rafraîchissement. Alors, les dames, elles sont expertes, des marchandes du marché aux épices à qui je fais un petit coucou. Elles te préparent ton bouquet, tout ce qu'il te faut en fonction de la purge à qui elle est destinée.
Voilà. Alors moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et en plus, elle te raconte un petit peu l'histoire des herbes. Donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas, faites un petit tour au marché, aux épices. Est-ce que du coup, il y a une version moderne de cette purge maintenant? Absolument. Alors, toi-même, tu l'as dit en préambule, la purge, la détox, c'est revenu à la mode, c'est tendance, même si ça fait partie de des séjours détox maintenant. Absolument. Nous déjà fait ça. Oui. Aujourd'hui, si tu n'as pas le temps, tu peux commander par email, par e-commerce, ta box pour la purge, Boxy-Purge, pour adultes ou enfants. Tu reçois ça chez toi, à ton domicile, avec un mode d'emploi, et tu fais ta purge sans te déplacer. Voilà. Donc, je salue les Jardins de Nini, une jeune femme qui a... Il y a une Boxy-Purge qu'elle propose, c'est ça? Absolument. Les Jardins de Nini, donc une jeune entrepreneuse qui a lancé ce commerce autour, naturellement, des remèdes rasiers, des herbes, même si elle est une botaniste très calée. D'accord. Donc, cette tradition perdure, en fait, alors, oui, absolument. Mais alors, je dis elle nous appartient, cette habitude. On a peut-être essayé de nous en détourner, mais elle nous appartient. Ces bienfaits sont prouvés. L'expérience montre que ces pratiques avaient leur raison d'être. Donc, je dis aux jeunes parents, n'hésitez pas. Adaptez-la à votre mode de vie, adaptez-la naturellement aux connaissances scientifiques actuelles. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ça nous appartient. Et ça qui est bon pour nous, ça qui est en nous, bon pour nous. Alors, pour conclure, j'ai juste envie de dire, bien manger, bien boire, en bas la tête, pas ni plaisir, mais prends garde, fais attention à quoi, puis toujours été gaïa. Oh là là, merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette floraison rose, puisqu'aujourd'hui c'est Octobre Rose. Octobre Rose qui débute. Et puis, donc, j'ai été dans les couleurs. Oui, le dress code magnifique. Merci. Merci beaucoup pour cette chronique. Juste pour finir, est-ce que c'est juste pour la rentrée qu'on fait la purge, ou bien on peut faire ça dans... Alors, on peut faire ça à tout moment, mais la rentrée, c'était vraiment un moment... Parce que avant la rentrée, il y avait les vacances, et pendant les vacances, c'est vraiment le moment où on s'est un petit peu laissé râler. Donc, la rentrée, c'était le moment, bon, ma foi, on reprend les bonnes habitudes. Et donc, ces purges aussi peuvent intervenir après les fêtes de fin d'année. D'accord, ok. Comme bonne résolution de rentrée. En tout cas, le corps, il a besoin de ces temps de pause régulièrement dans l'année. D'accord, merci en tout cas pour tout ça, toutes ces informations qui font du bien au corps et à l'esprit. Absolument. Exactement. Absolument. On va enchaîner avec un reportage de Maurice Cessé, donc, qui a pu avoir une interview concernant le gouvernement, le gouvernement français, donc une réaction d'Olivier Servat. On voit un reportage. Dans les Outre-mer, qui sont engagés vers un objectif de 100% d'électricité renouvelable en 2030, seront développés des laboratoires d'innovation pour le solaire et la géothermie. Nos 12 départements et territoires sont une partie essentielle de notre pays. Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leurs spécificités, leur culture, leur diversité, et en entretenant des relations suivies avec leurs élus. Nous reprenons avec le ministre des Outre-mer, placé auprès de moi, le fil de la concertation avec les parlementaires et les élus locaux. Je présiderai dans cet esprit, durant le premier trimestre 2025, un comité interministériel des Outre-mer afin, avec les élus et les organisations professionnelles, de valoriser les ressources propres, agricoles, forestières, maritimes, énergétiques, au bénéfice direct, le plus direct de leurs habitants. Ensemble, je pense que nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et dans des départements. Suite au discours du Premier ministre Michel Barnier, je vous propose d'écouter les réactions enregistrées de plusieurs députés ultramarins qui n'ont pas manqué de faire part de leur déception. Les réactions toujours de nos députés ultramarins qui ont suivi ce discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, m'accompagné Olivier Servat. Alors, M. Servat, les réactions après ce discours de M. Barnier? Bon, il a fait un discours de politique générale convenu.
Il a parlé des Outre-mer en indiquant qu'il comptait effectivement développer la partie énergétique durable avec le photovoltaïque, avec la géothermie. Pourquoi pas? Il a dit que les rencontres du SIOM qui étaient déjà prévues par Elisabeth Borne seront reconduites. Mais enfin bon, au-delà de tout ça, c'est un gouvernement qui est beaucoup trop à droite, avec des mots nauséabonds, dégueulasses du ministre de l'Intérieur, français de papier, et ça on ne peut pas accepter cela, qui n'ont pas été démentis par le Premier ministre. Ce sont des propos pétainistes, racistes, et qui ne font pas de la concorde républicaine une priorité. Donc c'est un gouvernement qui, pour ma part, lorsqu'il y aura l'occasion de censurer, je censurerai ce gouvernement. Eh bien, nous avons eu apprécié le discours du Premier ministre. C'était attendu et bien sûr c'est un discours qui est resté, disons, en droite ligne, on va dire, d'une politique qui serait menée par la droite, par les LR, avec des gages donnés de façon forte et précise au Rassemblement national. C'était patent. Et bien sûr, quelques allusions à l'outre-mer et revenant, on va dire, sur cette espèce de serpent, le SIOM. Le SIOM, et rien que le SIOM. Et nous étions très attentifs disons, à des décisions qui pouvaient concerner le pouvoir de vivre. Voilà donc ce reportage de Maurice Cessé. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour la chronique avec Marilène Ferdi, donc concernant le RAG. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h31, nous sommes de retour dans le ZCL et nous allons parler avec Marilène Ferdi du monde fascinant des réseaux sociaux et justement de la porte vers l'audiovisuel, l'univers fascinant de l'audiovisuel. Qu'est-ce que c'est être un bon influenceur? Comment se préparer au métier de l'audiovisuel? Enfin, tout un tas de questions. Bonjour Marilène. Bonjour, très intéressante. On lance le générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors Marilène, c'est la rubrique Actu Campus. Bienvenue. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Alors, comme tu l'as si bien dit, Iman, alors je vais dire déjà bonjour à tous nos téléspectateurs. Et donc, comme tu l'as si bien dit, on va parler des réseaux sociaux comme étant de plus en plus la porte d'entrée vers les métiers de l'audiovisuel. Voilà. Oui, donc, ça s'est dit, c'est placé. Et pourquoi? Et on l'a vu encore plus. Alors, c'était encore beaucoup plus important mais pendant la période du Covid. Hein. Tout à fait. Ça a été la flambée, on va dire. La flambée. Et encore plus avec l'arrivée de nouvelles plateformes telles que TikTok, où on voit même Instagram qui a complètement changé sa configuration. Et parce qu'on sent que c'est chaque propriétaire de plateformes de réseaux sociaux fait en sorte d'évoluer. Et on remarque l'évolution des réseaux sociaux sur un plan purement technologique se fait surtout autour de l'image et de l'audiovisuel. Et c'est la raison pour laquelle on va aborder, par le biais de certains métiers, on va en parler. Pourquoi? Parce que nous, au niveau du campus, qu'est-ce qu'on constate? Que les réseaux sociaux, qui sont très friands, que tout le monde aime. Alors, on dit souvent les jeunes. Je tiens à signaler que ça ne touche plus que les jeunes. Il y a de plus en plus de politiques maintenant qui utilisent les réseaux sociaux. Et pas que des politiques, monsieur et madame tout le monde. Moi, j'ai une charmante dame que je vais saluer, apparemment, qui me suit. Elle s'appelle Winnie Kaona. Donc, Winnie Kaona, je te remercie. Je sais que tu nous suis. Qui, suite à notre édito, m'a appelée. Elle me dit Marilène, tu sais, je voudrais venir parce que tu as dit que c'est ouvert au public. Et moi, ça m'intéresse, la vidéo. Et donc, j'ai trouvé ça sympathique, gentil, et je la remercie. Et donc, on voit bien que cette histoire d'audiovisuel n'est pas que ça concerne pas que l'orientation des jeunes ou que les professionnels. C'est pas que les influenceurs, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde. Tout le monde est influenceur. Après, c'est une question aussi de... Alors, on va faire la différence, qui, de par leur nombre de followers, donc la visibilité qu'ils sont, ils sont rémunérés par certaines plateformes. Alors, est-ce qu'on peut définir le mot influenceur? Parce qu'il y a certaines personnes pour qui les réseaux sociaux, par exemple pour les seniors, et pas tous les seniors sont au courant de ce que c'est, en fait. Déjà, on peut définir qu'est-ce que c'est un influenceur. Alors, la définition... Je vais te surprendre. Moi qui travaille surtout au moment des orientations avec les jeunes de 3e, 4e, les lycéens, même les étudiants,
eh bien, c'est pas clair. Pour personne, c'est clair. La seule chose qu'ils vous diront, les jeunes, ah oui, c'est parce qu'on me paye, on va me payer. D'accord. Alors, déjà, un scoop, c'est que le métier d'influenceur existe depuis la nuit des temps. C'est quoi un influenceur? C'est quelqu'un qui, de par sa notoriété, son poids, pourra ramener un certain nombre, quand on dit faire une influence, pourra amener un certain pouvoir en fait, et auprès d'une communauté du public. Alors, dans la presse, il y avait des influenceurs qui étaient chargés de pouvoir augmenter le nombre de votes. Donc, on voit que le métier d'influenceur, il y a le lien avec l'aspect commercial. Donc, ça impacte sur l'industrie, sur l'économie. Sur l'aspect commercial. Simplement, qu'est-ce qui se passe avec les influenceurs? C'est que les plateformes ont commencé à les rémunérer. Avant, on avait les influenceurs sur YouTube, qui existent toujours, hein, et qui étaient rémunérés par YouTube. Et là, TikTok... Bien sûr, Instagram, même Facebook, puisqu'on commence à me proposer de me rémunérer sur Facebook. Ça commence. Pourquoi pas, c'est bien. En augmentant le contenu, mais vous savez très bien que le but, c'est que plus vous mettez du contenu, ils vous rémunèrent. Donc, il y en a qui ont fait fortune. Et c'est sûr que quand on a vu la fulgurance de les influeurs, les sommes qui touchaient, parce qu'à présent, ce sont des gens du jour au lendemain qui sont venus millionnaires, puisque les marques ont fait appel à eux. Et ça allait à tel point que, quand on était en conférence de presse pour le lancement d'un produit, on faisait plus facilement appel aux influenceurs qu'aux journalistes pour couvrir l'événement. Sauf que il y a une petite donnée qui a changé. C'est un métier menacé. Est-ce que tu sais par quoi? L'IA. L'IA. Toujours cette fameuse intelligence artificielle. Et d'ailleurs, alors je vais ouvrir ma tablette pour vous donner, pour que tous les téléspectateurs puissent aller vérifier. Alors, moi, je vais donner un exemple d'un influenceur. Donc, c'est une intelligence artificielle qu'ils ont créée et qui a pour finalité de pouvoir promouvoir une marque. Et cette intelligence artificielle, alors il faut savoir que... Donc, c'est un compte virtuel, c'est une personne virtuelle, vraiment. Tout le monde le sait. Elle s'appelle Émilie Pellegrini. Vous allez sur TikTok, vous tapez Émilie Pellegrini. C'est une intelligence artificielle qui a des centaines de milliers de followers. Et donc, derrière ce compte TikTok, TikTok rémunère. Et je peux vous assurer que ce sont des humains. Ben forcément. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est ce qu'on aura. C'est-à-dire les marques, quelqu'un qui veut faire la promotion, puisque le métier d'influenceur concerne tous les secteurs d'activité. C'est vrai que traditionnellement, c'était les jeux vidéo et le maquillage, mais on en trouve dans le monde de la littérature, dans la politique, dans tous les domaines. Eh bien, ils feront appel à une intelligence artificielle et eux, simplement la personne derrière qui va donner le contenu lecture et grâce à une application qui va mettre ça en image et en vidéo. Et c'est l'intelligence artificielle qui va parler. Et pour voir l'expérience, allez voir le compte de Madame Pellegrini. Les followers, donc les personnes qui suivent cette dame, savent que c'est l'intelligence artificielle et pourtant ils la suivent. Et pourtant ils la suivent. Voilà. Donc on a intérêt à se former au métier de l'audiovisuel, comment utiliser l'IA. Mais il y a en fait, un métier pour lequel il faut se former. Alors c'est valable, un métier. Alors c'est valable aussi pour le community management. On se rend compte qu'on a déjà des intelligences artificielles qui font le travail des community managers. Et donc d'ici les prochains mois, prochaines années, il va disparaître. Ça fait, donc pourquoi je dis ça? Ça veut dire que les jeunes qui m'entendent, les demandeurs d'emploi et autres, qui veulent se lancer, honnêtement, c'est pas sur ce métier-là que vous devez vous lancer. C'est sur l'IA. Il faut sur l'IA. Alors il y a un métier qu'il faut retenir, c'est prompteur. C'est plus précisément, oui, c'est le métier du prompt. C'est prompteur, le rédacteur de prompt. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un rédacteur de prompt... Il faut venir le 15. Le vendredi 15 novembre, au RAC. Dans les jardins de Guadeloupe la Première, de 9h à 6h. Vous faites votre inscription. Donc, je crois que... j'attends que notre régisseur mette... l'adresse, le visuel. On attend que le visuel soit inscrit. Donc, vous mettez vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. campusluminance@gmail.com. Vous nous envoyez et je dis pour tous les publics, la thématique de l'intelligence artificielle sera au cœur de nos préoccupations. Des nouveaux métiers sont déjà apparus et donc ça serait intéressant que vous soyez au fait de l'information. Oui, donc il faut rester connecté encore plus maintenant. Tout à fait. Alors, je vous dis plus que jamais. Plus que jamais. Et là, je vais juste préciser, on me dit, alors, quand je viens ici,
c'est le fruit de mon travail de veille que je fais, qui correspond à 30% de mon travail, que je partage avec les téléspectateurs dans le cadre du JCL. Ben, merci beaucoup. Et ça, en tout cas, ça nous permet de rester à l'affût de ce qu'il y a de nouveau en matière d'audiovisuel. On se donne rendez-vous ce vendredi. Alors, on se donne ce vendredi. Alors, tous ceux qui aiment le son digital, la musique, d'accord, je pense aux gens de la dancehall, les DJ. Vendredi, il y a une école qu'on va retrouver lors des rencontres et je vais faire un focus sur cette école. Elle s'appelle Apax Design. Et elle est spécialisée dans le son et la musique en termes de production et de réalisation. Ben, on a hâte vendredi d'avoir toutes ces informations. Merci Marilène. Et on va conclure notre émission puisque Monsieur Kouakou n'a pas pu venir. Donc aujourd'hui, au niveau des invités, on a reçu Jean-Luc Cellini ainsi que Marielle Stevenson. Ils ont parlé des journées de l'agro-business donc, qui auront lieu le 4 et le 5 octobre dans les jardins du Crédit Agricole aux Abîmes. On a parlé avec Monsieur Jean Desarnaud du 10e congrès du SPEG qui aura lieu aussi sur les mêmes dates mais au lycée Coueffin. On a vu avec José Turlepin les préparatifs de la rentrée en temps longtemps. Donc c'était l'occasion de revenir sur ces préparatifs de purge, comment préparer le corps et l'esprit. On vient de terminer avec Marilène Ferdi concernant le RAG et notamment l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Voilà pour les invités du jour au niveau de l'actualité. Nous avons traité la mobilisation dans l'éducation nationale, donc avec le SNES FSU. On a aussi évoqué les métiers de la silver-économie au service de nos aînés, notamment avec cet accord cadre qui a été signé entre les Amis du Bien Vieillir, l'agence de santé, le département et la région. Et on a fait un tour sur Petit Canal avec nos aînés dans le cadre de la Semaine Bleue où ils ont pu découvrir leur patrimoine en tissant des liens entre les générations. Voilà pour l'actualité du jour. À la réalisation, c'était Yann et on se retrouve demain pour le ZCL. Bonne fin de journée, bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné.